Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo d'avis et d'analyse sur la deuxième bande-annonce de Kaamelott premier volet, film attendu pour le 21 juillet prochain en France. Et bien sûr, rassurez-vous, je n'ai pas encore vu le film au moment de vous proposer ces analyses et théories sur Kaamelott premier volet, sachant justement que la partie théorie et analyse viendra en second temps. D'abord, je vous donnerai mon avis. En 2009, la scène finale de Dies Irae changeait de format d'image, préfigurant le futur de Kaamelott et cette transition de la télévision au cinéma. Nous sommes en 2021 les amis et ça y est, nous y sommes enfin. Avant toute chose, et même si j'essaie toujours de rester un peu objectif, je dois vous avouer que j'ai très envie d'apprécier, d'aimer ce Kaamelott premier volet et que cette deuxième bande-annonce, après le teaser on peut dire de 2020, m'a fait très plaisir. Je vais donc commencer comme prévu par quelques éléments d'avis argumentés sur cette bande-annonce avant de passer à la partie analyse et théorie et je vous préviendrai à l'avance. Ce qui m'a frappé en premier lieu, ce sont les importantes révélations faites dans ce trailer, notamment en comparaison du teaser de l'année dernière. Je pense notamment à Arthur et à la progression du récit qu'on peut attendre dans ce premier volet. À partir de là, sur cette base, je commence à avoir ma petite idée quant au découpage qu'on pourrait avoir entre les trois volets qui sont prévus a priori pour Kaamelott au cinéma. Mais bon, pas tout de suite, on a dit l'avis avant les théories. Au-delà de l'excitation d'ensemble, j'ai senti dans ce trailer à la fois cette familiarité comme en retrouvant un ami cher perdu de vue depuis 12 ans, mais aussi une ampleur, un souffle nouveau, prometteur d'une forme de renaissance. Alors bien sûr, la familiarité, on la retrouve dans ce phrasé caractéristique de Kaamelott, mais aussi dans la dynamique entre certains personnages. Concernant le souffle maintenant, il me semble que cette bande-annonce est porteuse de thématiques de voyage, de découverte, d'accomplissement. J'ai senti une énergie qui l'a traversée dans l'enchaînement des scènes, la musique, et cette énergie, c'est notamment celle qu'Arthur a enfin retrouvée. Comme a pu l'expliquer Alexandre Astier lui-même, c'est justement là que se situe en partie la beauté de ce personnage d'Arthur Pendragon qui, 10 ans auparavant, a décidé d'abandonner ce fardeau qu'il jugeait trop lourd pour lui, trop lourd à porter, et qui finit quand même par reprendre cette charge du héros sur ses épaules. Visuellement, c'est dans la continuité du premier teaser, avec une belle variété d'ambiance, aussi bien dans les décors, la lumière et les couleurs. Alors oui, bien sûr, j'ai vu que certains se plaignaient d'une faible qualité perçue, notamment dans les effets numériques, avec cette scène du château assiégé. Je la regarde à nouveau, et même si en effet je n'y vois pas l'illusion du réalisme, je ne peux que penser à tous les films que j'adore et qui n'atteignent ou n'atteignaient pas, ou surtout ne cherchaient pas nécessairement cette notion de réalisme. Pour ce qui est des costumes, on va y revenir en détail, notamment pour celui de Lancelot, mais dans l'ensemble, je trouve que les personnages ont la classe, et particulièrement Arthur. La perruque est très bien, à mes yeux en tout cas, et je suis déjà intrigué par la beauté des armes qu'il porte, notamment dans la scène de neige face aux chevaliers rassemblés. Ce que je vous propose maintenant, c'est de réduire la voilure sur la connerie, enfin on va essayer, pour passer de l'avis à l'analyse et aux théories. Alors de mon point de vue, rien qui puisse gâcher le plaisir de la découverte du film, mais bon, c'est vous qui voyez. Comme promis, j'en reviens maintenant aux trois volets qui doivent composer cette trilogie au cinéma. Alexandre Astier a indiqué qu'il avait trois gros trucs à raconter, et moi quand j'entends ça, forcément j'ai envie d'essayer de deviner de quel truc il est question. Je pense que ce premier volet va nous raconter comment Arthur parviendra à vaincre Lancelot, à reprendre le contrôle de Kaamelott, du royaume de l'ogre, en unissant derrière lui les clans et les provinces. Je pense que le deuxième volet racontera essentiellement la quête du Graal et même son accomplissement avec un rôle essentiel pour Perceval, mais il pourrait y avoir aussi le début d'un assombrissement sur Kaamelott. Quant au troisième et dernier volet, je pense qu'il racontera notamment l'affrontement entre Arthur et Mordred, et toutes les troupes qui les suivront bien sûr, un Mordred qui aura été conçu je ne sais pas quand ni dans quelles circonstances, avec Anna de Tintagel. Ce troisième volet devrait aussi traiter de la mort d'Arthur, mais aussi de sa succession et de la suite du rayonnement de Kaamelott sur les générations à venir. Alors oui, je le reconnais bien volontiers, rien de bien farfelu dans ces idées, je ne fais que m'appuyer sur des moments marquants de la légende de la geste arthurienne, et comme on sait que Alexandre Astier
n'aime pas être trop attendu, en tout cas aller là où on ne l'attend pas forcément. Les paris restent grand ouverts pour le contenu de ces 3 volets et je vous laisse vous exprimer à ce sujet dans les commentaires. Pour en revenir à ce premier volet, à la bande-annonce, il semble clair que c'est en Maurétanie césarienne que sera retrouvé Arthur. J'irai même plus loin en disant que c'est dans cet environnement, celui du Oued ou du Wadi, l'un des titres de la bande originale, que se trouvera Arthur. La Maurétanie césarienne est une province de la Rome antique qui recouvrait l'équivalent de l'Algérie centrale et occidentale ainsi qu'une partie du nord-est du Maroc. Quant au Wadi, c'est un fleuve de région semi-désertique d'Afrique du Nord, là où nous voyons ces gens travailler à la teinture peut-être ou à la tannerie et qui me semble correspondre à la scène rapide dans laquelle Arthur retire un tablier de cuir épais, ce qui vient révéler son fameux médaillon. Et peut-être qu'on peut deviner dans cette scène très rapide une portée symbolique. En effet, lorsqu'Arthur va retirer ce pourpoint de cuir et révéler le médaillon, on peut imaginer qu'il s'agit un peu du début de sa transformation, de son acceptation à nouveau de son statut de héros, et donc de la transformation de la chenille en papillon, si vous voulez, sauf qu'il a déjà été papillon avant, ou c'est un papillon de lumière maintenant, enfin on verra. Il semble bien que 2 jeunes chevaliers sont à la recherche d'Arthur, ceux qui sont guidés par Quarto, le personnage de Clovis Cornillac. Quant à l'information du lieu, il semble que le personnage de Guillaume Gallienne, Alzagar, tente de l'obtenir de Vennec en le menaçant sur un bateau, alors que plus tard, ce même Vennec interroge un Quarto à la mémoire qui flanche. Mais bon, a priori, en toute logique, dans le déroulement, on aurait Alzagar qui menace Vennec, Vennec qui pose des questions à Quarto, et enfin Quarto qui emmène ces 2 jeunes chevaliers retrouver Arthur. Difficile, c'est vrai, de déterminer avec certitude les allégeances d'Alzagar, qui me semblait être un antagoniste à partir du teaser de 2020, alors qu'il ressortirait plutôt ici comme un agent qu'aurait pu envoyer le duc d'Aquitaine par exemple. Ce choix de la Maurétanie serait assez logique pour Arthur, qui a connu la région dans sa jeunesse, alors qu'il y avait été envoyé pour y suivre la formation de légionnaire. Le voyage de retour ne sera sans doute pas de tout repos, prétexte idéal pour retrouver Arthur dans une scène de bain en Aquitaine, là où le duc se confirme comme un allié naturel. Même si le caractère de la duchesse est plus rude que celui de son mari, rien ne laisse présager pour le moment une traîtrise de sa part, à moins d'un double jeu d'Alzagar. Ce qui est certain, c'est que Lancelot est obsédé par la capture d'Arthur. Il est prêt à saigner le royaume pour cela, quitte à recourir à d'ambitieux mercenaires saxons qui risquent de mettre en péril le territoire de l'ogre, notamment en passant par l'île de Thanet qu'on devine sur cette carte ancienne, bien plus éloignée des côtes, alors qu'elle y est adossée de nos jours. Dans la scène d'Arthur, face aux chevaliers qui se réunissent en cachette, on peut craindre déjà une menace imminente avec les troupes à la fois étranges et inquiétantes de Lancelot qui semble avoir tendu une embuscade. Et justement, Lancelot, parlons-en, à commencer par son armure, qui est certes un peu ridicule par certains aspects, mais qui me semble être bien plus qu'un simple gag visuel. Rappelez-vous, Méléagant expliquait à Lancelot qu'il était un élu des dieux, mais différent d'Arthur, un élu récompensé pour sa détermination, et qui aurait une tâche à accomplir à venir considérable. Dans ma vision des choses, Lancelot représente ici non seulement la rigidité morale, mais aussi une forme de désenchantement du monde et même de disparition des créatures surnaturelles, comme l'annonce de la fin d'un temps légendaire. Si son armure semble être en cuir de serpent, voire de dragon, qu'il aurait pu oxyre, on peut justement se rappeler qu'Arthur a la phobie des serpents. Dans la même veine, le bref extrait de leur affrontement se situe dans la pénombre, or Arthur a aussi peur du noir. Comme Méléagant le lui avait dit au solstice, alors que d'autres célèbrent le jour le plus interminable de l'année, nous allons secrètement nous réjouir du retour des longues nuits. Entre Lancelot et Arthur, on sera à la fois dans un affrontement personnel et symbolique, mais aussi dans un contexte plus large qui verra Arthur se confronter à certaines peurs qui avaient participé à son découragement. Je ne sais pas si Méléagant sera présent dans ce premier volet, puisqu'il n'a pas été montré, même si on peut quand même deviner une présence angoissante, menaçante, dans le quartier général de Lancelot, alors que les bougies sont soufflées par un vent ténébreux, j'ai envie de dire. Alors peut-être que la présence de Lancelot même suffit à provoquer cet effet, mais si Méléagant est bien là, j'espère que Viviane, la Dame du Lac, pourra participer à le renvoyer d'où il vient. On pourrait aussi éventuellement imaginer un rôle pour la Dame du Lac dans le fait de soutenir un Lancelot qui aurait été vaincu mais épargné par Arthur, puisqu'il faut se rappeler qu'elle avait été sa nourrice durant sa jeunesse. Et bien sûr, si je pense à un Lancelot épargné, c'est parce qu'il faut se souvenir
qu'il y a une longue histoire entre les deux hommes, que Lancelot a sauvé la vie d'Arthur avec un sortilège de magie blanche alors qu'il l'avait retrouvé les veines tranchées dans son bain. Et par ailleurs, c'est Arthur lui-même qui est à l'origine de Lancelot sur le trône du royaume de l'ogre, donc il a clairement sa part de responsabilité dans la dérive du bonhomme. Et bien sûr, au passage, dans cette bande-annonce, on a la Dame du Lac enfin révélée, en compagnie de Perceval et d'Hervé de Rinel. À bien des égards, on peut dire que Lancelot est devenu le malheureux jouet du destin, aussi bien que du courroux divin. Reste Guenièvre, bien sûr, son sauvetage viendra sans doute plus vite qu'on ne le pensait, ce qui lui laisserait un rôle plus actif ensuite. La ruine visitée par Lancelot puis contrôlée par Arthur semble toujours indiquée comme le fameux lieu secret de détention de la reine. Alors qu'Arthur discute avec Perceval et Caradoc, on peut se demander ce que fait le guignol qui tente de grimper la façade et si la personne assise à côté ne serait pas justement Guenièvre. De prime abord, cette façade a déjà été escaladée de nuit par Arthur en personne pour aller secourir Guenièvre. Alors qu'est-ce que fait ce zozo là en train de la grimper en pleine journée? Eh bien on peut supposer que c'est un fan d'Arthur qui essaie de comprendre comment le roi ou celui qui va le redevenir a bien pu s'y prendre. Mais revenons maintenant à Lancelot et surtout à ceux qui le servent. Le jurisconsulte, Dagonet, le roi Lot d'Orcanie et le père Blaise, aucun ne semble serein. Il pourrait bien avoir à poursuivre la quête du Graal que Lancelot s'entêterait à vouloir accomplir pour démontrer sa supériorité à Arthur. Quant à l'éclair, il est lancé par le roi Lot, qu'on savait déjà disposer de ce pouvoir, et il semble survenir dans un échange de projectiles entre les conseillers de Lancelot et un groupe qui pourrait être composé de Saxons. C'est en tout cas l'impression que j'ai eue en tentant de bien distinguer un extrait qui était projeté derrière Alexandre Astier durant son apparition chez Quotidien. De tous les personnages du camp de Lancelot, on remarque que Dame Mévanouie est la seule qui porte encore des couleurs vives, le vert en l'occurrence. Peut-être un signe qu'elle n'est pas totalement acquise à la cause du tyran, sachant qu'elle poursuit certes ses propres intérêts, mais pourrait aussi être toujours amoureuse d'Arthur. Je supposais déjà dans l'analyse du teaser de l'année dernière que Merlin était prisonnier et que Mévanouie lui avait soutiré tant bien que mal des secrets druidiques. Dans cette nouvelle bande-annonce, la question au sujet de la résistance doit s'adresser à Perceval et au petit groupe qui semble être en captivité. Connaissant les semi-croustillants, ils auraient même pu arriver par eux-mêmes en cellule en creusant. Dame Mévanouie serait-elle donc le gros salsifis que désigne Perceval? Possible. Un mot sur Léodagan qui semble plus qu'amer, carrément hostile envers Arthur, sans doute du fait de la misère dans laquelle est tombée la Carmélide, qui s'oppose sans doute à Lancelot. Beaucoup de mystères toujours autour du personnage de Fouradja, dont le thème musical est particulièrement envoûtant. S'agit-il d'une princesse, encore une à courtiser pour obtenir un précieux soutien militaire, ou de toute autre chose? En parlant de soutien militaire, on devine celui du roi Burgonde et pas seulement. Quant à l'idée de Perceval de s'habiller de couleurs vives pour faire croire qu'on est venimeux, elle semble avoir été suivie. Par ailleurs, on sait que la musique et des musiciens auront un rôle actif dans le scénario, dans l'histoire, et j'imagine bien la musique comme ayant été proscrite de l'ambiance ascétique imposée par Lancelot à Camelot. Parmi les jeunes visages, on reconnaît bien sûr une des filles de Caradoc, qui est celle d'Alexandre Astier dans la vie, et d'autres jeunes gens seront présents, notamment parmi les nouveaux membres de la table ronde, sans doute, qui pourraient relancer la quête du Graal à la fin de ce premier volet. On pourrait même éventuellement imaginer un Galahad, fils de Perceval, si on voulait aller plus loin dans l'exploration des personnages de la geste arthurienne. Mais bon, on a du mal à imaginer Perceval papa, mais allez savoir. Caradoc et Perceval restent fidèles à la vie et à la mort, à l'auberge et à l'aubergiste, même après que le bâtiment ait été brûlé, de toute évidence. Je les imagine bien rire à l'idée qu'une simple destruction de l'édifice suffirait à les en déloger. Maintenant, je vais aborder deux enchaînements de montage qui m'ont semblé amusants dans cette bande-annonce. Le premier vient avec l'affirmation « Il faut tuer Arthur » par le personnage interprété par Jenny Beth, suivi de suite par la question de Guenièvre « Vous savez faire ça ?» Alors non, pas vraiment, il a essayé de se tuer mais il n'y est pas parvenu. Faute à Lancelot. Deuxième enchaînement, Arthur qui annonce absolument pas besoin de se lever, et Lancelot qui se lève dans l'image suivante, comme pour le contredire. J'en viens enfin à la carte qu'on nous propose et qui représente donc plus ou moins le royaume de l'ogre, mais pas que. On y trouve à la fois de l'ogam, une écriture celte, mais aussi de nombreux symboles de type Vegvisir, d'origine nordique. Les textes ogamiques évoquent notamment le mur d'Adrien et différents noms de mers et de provinces. Concernant les Vegvisir, on retrouve l'idée du premier teaser, à savoir cet appel à la magie divine pour retrouver son chemin,
en termes de voyage géographique, mais aussi de valeur avec la notion de retrouver le chemin voulu par le destin et donc par les dieux. Une thématique qui correspond parfaitement à l'enjeu d'Arthur dans ce premier volet, décrit par Alexandre Astier comme ce roi qui revient 10 ans plus tard pour tout péter. Et si Arthur revient pour tout péter, il y a une chose qu'il est de notre responsabilité de péter, et c'est le box-office pour ce Kaamelott premier volet. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite très sérieusement à le faire, sinon je crains que le film soit encore reporté d'1 an, et oui, c'est comme ça. Et par ailleurs, si vous avez envie de choisir avec sagesse parmi ces dés de jeu de rôle, dans ce superbe t-shirt, sur ce superbe t-shirt, eh bien vous trouverez un lien en description de la vidéo pour vous le procurer et faire les kékés fans de jeux de rôle sur les plages cet été, ou ailleurs, chez vous, ça marche aussi. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!